Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast pour les personnes en chemin vers un métier de sens dans le bien-être ou l'accompagnement. Je suis Marion, je suis docteure en pharmacie et naturopathe pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien et également coach pour accompagner les personnes dans leur reconversion et lancement d'activité vers les métiers du bien-être et de l'accompagnement. C'est un chemin que j'ai moi-même entrepris il y a 2 ans parce que je crois qu'un autre chemin est possible. Un chemin où l'on prend soin de soi, où notre activité professionnelle elle est riche de sens, elle est alignée avec nos valeurs et notre mode de vie. Parce que je crois qu'on peut choisir et se réinventer. Ici, pas d'utopie. Dans ce podcast, je vous partage mon parcours, mes défis, mes victoires, mes réflexions et une dose d'inspiration pour traverser le chemin passionnant de l'entrepreneuriat tout en prenant soin de vous. Mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont pris un autre chemin et qui vivent aujourd'hui leur activité. Après tout, si c'est possible pour elles, alors pourquoi pas pour vous? Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, vous pouvez le noter ou laisser un petit commentaire et le partager autour de vous. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Un autre chemin est possible. Aujourd'hui, c'est un épisode interview et j'ai la joie de retrouver Marion Tellier avec en guest son petit bébé qui pour l'instant fait une sieste. Peut-être qu'on entendra un moment se réveiller. Donc je suis très heureuse de recevoir Marion que je connais maintenant depuis plusieurs années et Marion a sûrement été une des personnes qui m'a le plus envie de devenir naturopathe au moment où j'ai eu envie de faire ce switch dans mon activité professionnelle. Donc c'est quelqu'un qui a eu une part importante, une influence importante dans mon parcours et également avec qui j'ai pu être accompagnée, que ce soit en naturopathie, en coaching et faire des super retraites à l'époque de Moonrise, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc je suis heureuse d'avoir ce temps aujourd'hui d'échange avec elle pour revenir sur son parcours et aussi l'impact justement de la maternité. Aujourd'hui, comme elle est en congé maternité et qu'on a aussi notre premier petit garçon ensemble, donc on a pas mal échangé sur ces sujets-là. Bonjour Marion, comment tu vas? Bonjour Marion, ça me fait très plaisir de te retrouver. Bah ouais, hyper heureuse d'avoir trouvé cette petite fenêtre de temps pendant une sieste d'Elisabeth. C'est vraiment chouette d'avoir ce temps d'échange. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, rappeler voilà, aujourd'hui qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Oui, avec plaisir. Comme tu le disais, je suis initialement naturopathe et puis je suis devenue naturopathe. J'ai commencé les études en 2009. Je suis devenue naturopathe 2 ans après, en 2011. Et puis j'ai fait toute une première partie de mon chemin professionnel comme naturopathe. J'habite à Paris, j'avais un cabinet à Paris. J'ai écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle Je me libère du sucre, qui est un best-seller qui a super bien marché, contre toute attente. Je m'attendais pas du tout à ça. Ça a super bien marché. Et en fait, j'ai aussi, pendant tout ce temps-là où j'étais naturopathe, j'ai organisé beaucoup de retraites et quelques programmes en ligne avec mon amie Laura, avec qui on avait créé une société qui s'appelait Moonrise. Euh, donc effectivement, tu es venue à une retraite dans les Cévennes. On a de très beaux souvenirs de ces moments très privilégiés dans un endroit naturel sublime. Et puis en 2020, on est devenues effectivement toutes les deux mamans. Moi, je suis devenue maman d'un petit Joseph qui a maintenant donc 4 ans et demi. Et en fait, j'ai arrêté mon activité de naturopathe en 2020. Et j'ai arrêté parce que j'en avais un peu marre d'accompagner plutôt sur l'aspect alimentation, hygiène de vie. J'avais l'impression d'avoir fait le tour à cet endroit-là. Je trouve ça passionnant, il y a plein de choses à faire à cet endroit-là, hein. Mais c'est juste que je me suis rendu compte que je n'étais pas complètement bien placée par rapport à ma zone de génie. Et que petit à petit, mes consultations de naturopathie devenaient plus du coaching, de l'accompagnement plutôt thérapeutique petit à petit. Et donc, comme je faisais ça un peu hors cadre, sans formation, etc., je me suis dit, arrête de vendre quelque chose qui ne ressemble plus trop à de la naturopathie comme les gens peuvent s'y attendre et forme-toi là où tu sens que tu es vraiment appelé. Et donc, je me suis formée d'abord au coaching, puis à la facilitation imago, puis à la thérapie de couple imago.
qui sont deux métiers différents. En fait, initialement, la thérapie Imago s'adressait vraiment au couple. Ça a été créé par un couple américain. Et puis, ils ont créé un deuxième métier qui s'appelle la facilitation Imago, qui permet d'accompagner en one-to-one avec le dialogue Imago, mais aussi en duo qui ne sont pas forcément des couples. Ça peut être un père et sa fille, ça peut être des collègues, ça peut être n'importe quel duo. Et aussi les familles et les entreprises. Et donc, j'ai commencé par cette formation-là. Euh, J'utilise beaucoup Imago en séance individuelle aussi. Et donc, j'accompagne en one-to-one avec cette notion de progression. Je pourrais expliquer un peu plus ce que c'est que le dialogue Imago, mais ça permet de... C'est un outil différent du coaching ou de la thérapie classique. C'est vraiment quelque chose qui permet de plonger dans une zone d'inconscience. C'est très intéressant ce qu'on trouve à ces endroits-là sans être du tout spirituel. C'est-à-dire que je vous donne juste des amorces de phrases et je vous fais le miroir. Donc, c'est-à-dire que je peux dire, et dans cette situation, ce que j'ai ressenti. Et puis, toi, si tu es mon client, tu vas dire, bah, dans cette situation, ce que j'ai ressenti, c'est ci, c'est ci, c'est ça. Et moi, je fais le miroir. Donc, je dis, je vous entends dire que dans cette situation, vous avez ressenti ça, ça, ça. Est-ce que c'est bien ça? Et rien que le fait d'avoir quelqu'un qui fait le miroir et qui vous donne des amorces qui vous font voyager, en fait, au fur et à mesure dans une zone de plus en plus profonde, en fait, d'aller comme dans une quête de qu'est-ce qui se joue réellement derrière ça, et ben, on peut obtenir des réponses qui sont assez passionnantes parce que la plupart du temps, les gens s'attendent pas du tout à trouver ça à cet endroit-là. Et donc, on va trouver des choses de l'enfance, des choses de la relation aux parents, par exemple, très souvent, qui se jouent dans une dimension où on pensait que ça se jouait pas du tout. C'est-à-dire, j'ai beaucoup fait d'accompagnement professionnel, de coaching professionnel. Et quand j'incluais le dialogue imago à cet endroit-là, les personnes se rendaient compte que ben, peut-être si elles n'arrivaient pas à communiquer sur leur activité, si elles n'arrivaient pas à lancer telle offre, etc., ben, il y avait des choses beaucoup plus personnelles qui se jouaient et pourquoi pas des choses de l'ordre de blessures beaucoup plus profondes. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas mal fait. Maintenant, je vais faire de moins en moins d'accompagnement plutôt professionnel parce que ma zone de génie est plus au niveau de la sphère intime, personnelle, etc., même si tout est lié, hein. Et j'accompagne en one-to-one, mais plus sur des questions relationnelles, des questions d'accompagnement, aider les gens à mieux relationner avec les autres. En ce moment, je peux accompagner très très peu de personnes parce que, comme tu disais, je suis en congé maternité. Donc ma fille a 3 mois, mais je l'accompagne encore un peu avant de la faire garder. Et donc, j'arrive à me dégager 2 créneaux par semaine. Donc, en ce moment, j'accompagne un homme avec qui on travaille sur sa relation à son ex-compagne et avec qui il a eu un enfant. Donc, son ex-compagne n'est pas dans la volonté de travailler avec lui, ce qui serait tout à fait possible, hein, de travailler ensemble même si on est séparés. Donc, il travaille tout seul, mais il fait quand même un super beau boulot tout seul. Et puis, j'ai aussi le temps d'accompagner un couple en ce moment. Mais c'est pour l'instant, c'est des petits moments volés où j'arrive à faire garder ma fille par quelqu'un d'autre. Mais, euh, mais voilà. Et donc, je me suis formée à la facilitation Imago. Et puis, aussi parce qu'à terme, ça m'intéresserait bien d'accompagner les familles aussi dans une dynamique un peu plus globale. Moi, je suis pas trop dans l'idée d'accompagner les entreprises, mais plus les familles, les duos. Et pourquoi pas, ce que je trouve magnifique, c'est les dialogues intergénérationnels. Donc, un parent avec son enfant, et notamment quand on est adulte. Donc, moi, par exemple, avec mon père ou ma mère, et être facilité là-dedans, c'est magnifique. En fait, on peut obtenir des réparations profondes à l'âge adulte qui sont tellement précieuses. C'est magnifique. Il y a d'ailleurs un stage qui s'appelle le stage intergénérationnel chez Imago où on peut aller avec son parent
en tant qu'adulte, enfant adulte avec son parent adulte, forcément adulte. Et donc, c'est apparemment, je ne l'ai pas encore fait ce stage-là, mais il faut que j'arrive à convaincre soit mon père, soit ma mère. On verra. Mais toutes les personnes qui l'ont fait autour de moi sont absolument sidérées de l'impact que ça a sur les relations. Donc, j'aimerais beaucoup faire ça à l'avenir. Mais pour l'instant, j'accompagne plutôt les solos, que ce soit sur des questions effectivement relationnelles, quelles qu'elles soient, mais aussi sur des questions de ben, comment ça se fait que je n'arrive pas à être en couple, par exemple. J'aimerais être en couple, ça marche pas à chaque fois. Pourquoi ça marche pas? Et puis, j'accompagne des couples. Euh, et, euh, et donc ça, c'est le côté thérapeute imago. Et puis l'autre côté individuel, c'est le côté plus facilitateur. Mais en gros, c'est la même chose. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans ta clientèle, les couples sont prédominants ou c'est encore encore l'individuel pour le moment? Bon, là, c'est un moment particulier parce que, comme je te disais, c'est un moment spécial. Juste avant d'arrêter, j'avais quand même de plus en plus de couples. J'avais une demande au niveau des couples qui était très 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 importante. Je pouvais même pas recevoir tout le monde. J'ai dû redonner à d'autres personnes autour de moi parce que je pense qu'il y a un besoin chez les couples qui est énorme, énorme, énorme. Et qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se détend en quelque sorte sur la vision de, de ce que c'est que la thérapie. C'est-à-dire qu'avant, on allait voir un thérapeute de couple parce que c'était la catastrophe, on était au bord de la rupture. Et maintenant, de plus en plus, avec l'ouverture qu'il y a autour de ces questions et le dialogue qu'il y a autour de ces questions du couple et de la relation amoureuse, les gens viennent plus tôt. Et ça, c'est génial parce que j'ai plein de couples qui vont bien, qui viennent en thérapie, qui vont globalement bien. C'est-à-dire qu'ils ont juste des zones de friction, ils voient que ça pourrait aller mieux sur certains aspects, ils ont envie d'entretenir leur relation, ils voient que s'ils mettent pas d'effort à cet endroit-là, il y a de la déconnexion et ça les rend malheureux. Ils veulent aussi des gens aussi qui sont parents, qui ont envie de rester de bons parents pour leurs enfants. Autant que possible et donc d'amener un climat dans leur foyer qui soit chouette, chaleureux, joyeux. Et puis, si, quand il y a des petites tensions, bah, on sait que ça impacte les enfants. Hein. Et puis, je reçois aussi des gens qui sont en grande difficulté, qui vivent des grosses crises de couple, des adultères, enfin, toutes les grosses crises, en fait, découvrir des choses qu'on nous a cachées, qui peuvent être souvent de l'ordre de l'adultère, mais ça peut être totalement autre chose, hein. Une addiction, voilà, une zone cachée, en fait, dans le couple. Ou alors carrément simplement trop de déconnexion qui fait que trop de déconnexion et trop de prise de tête au quotidien qui fait que on n'a plus tellement de joie à être ensemble. Ou alors bon ça allait plutôt bien mais tout d'un coup on rencontre quelqu'un pour qui on vibre et donc on se dit waouh est-ce que je quitte ce couple-là pour partir dans une autre relation? Voilà, j'accompagne ça maintenant. Et c'est pas c'est des gros morceaux. Bah, c'est clair, comme tu dis, il y a des gros sujets, mais en tout cas, je te rejoins sur le fait qu'on peut complètement aussi le faire un peu en préventif. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait avec mon compagnon. On a fait un accompagnement imago d'une dizaine de séances. Et bien sûr, si on l'a fait, c'est qu'il y avait quand même des choses à régler, mais c'était surtout pour éviter que ça s'empire et d'arriver dans une situation où justement tu consultes parce que c'est presque entre guillemets déjà trop tard. Et je trouve que le fait de devenir parent fragilise souvent un couple et que c'est souvent des moments où tu as besoin un peu de cet accompagnement. Et ce que je trouve intéressant quand tu disais dans la démocratisation un peu de la thérapie, il y a aussi le fait que j'ai l'impression que ça peut être aussi une porte d'entrée pour les hommes. En tout cas, si je peux prendre l'exemple de mon compagnon, c'est quelque chose qu'il n'aurait pas forcément fait pour lui seul. Alors que le faire par le couple, bah, ça a aussi permis de dédramatiser ce que c'est et qu'en fait, faire des séances, une thérapie, enfin, c'est quelque chose finalement pas bizarre, pas inquiétant. Et donc, ça peut être une porte d'entrée aussi pour les hommes, je trouve. C'est intéressant que tu mentionnes ça parce que la thérapie imago est quelque chose dans lequel les hommes, la plupart du temps, sont tractés. C'est-à-dire que le moteur, ça reste encore souvent les femmes pour la thérapie.
pour tout un tas de raisons, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ce qui est intéressant au final, c'est de savoir que même s'ils sont tractés, souvent ils adorent. C'est-à-dire que ils adhèrent vraiment bien à la thérapie. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, Imago, c'est quelque chose d'assez. Il y a une certaine logique, il y a un certain cadre que souvent ils apprécient. On part pas dans tous les sens, on suit un chemin, en fait, avec les amorces qui font traverser, toutes les amorces de phrases dont je vous parlais tout à l'heure, qui font traverser un chemin qui est. Il y a des différences à chaque fois, mais il garde quand même une trame assez commune. C'est comme un voyage. Et en fait, on obtient aussi des solutions assez concrètes finalement. Pas systématiquement, mais ça arrive souvent qu'il émerge en fait quelque chose de concret de la discussion. Et on le sait souvent ce avec quoi les hommes ont un peu de mal. Et quand je dis les hommes et les femmes, je fais des généralités. Et bien sûr, tout le monde n'est pas comme ça. Mais il y a quand même encore des grands traits qui se révèlent. Et donc, souvent, les hommes ont un peu de mal avec le fait de simplement écouter sans chercher à trouver de solution. On le voit dans les discussions hommes-femmes, quand vous discutez, si vous êtes une femme et que vous avez un compagnon dans votre vie, vous verrez sûrement ça. Vous avez besoin de parler des choses, d'aller décortiquer, d'aller comprendre en parlant, de décharger une charge émotionnelle en parlant, etc. Et pas forcément qu'on vous donne tout de suite des solutions. Et les hommes, eux, sont un peu plus mal à l'aise, stressés avec ce processus féminin. Et ils ont envie et besoin, pour décharger eux-mêmes leurs émotions, de trouver une porte de sortie, en fait. Et ce qui est chouette avec Imago, c'est que à la fois ça permet de parler, d'être écouté, et donc ça répond aux besoins qui sont des besoins assez féminins, mais aussi masculins, bien sûr. Et ça permet aussi de trouver finalement des résolutions, des dissolutions aux problématiques, avec parfois des choses qui ressortent naturellement de l'ordre de voilà une solution à notre problème. Bah ouais, complètement. Ça leur permet de travailler l'écoute, une forme d'écoute plus profonde aussi. Ça leur permet ça, mais sans être dans une forme de prise d'otage de je sais pas quand est-ce que ça va finir, ce qu'ils peuvent parfois ressentir en fait. Et donc là, ce que je trouve hyper beau, c'est que j'ai plein de couples dont le conjoint a envie de revenir. Et c'est lui qui encourage. Après avoir passé le cap de bah en fait, j'ai pas du tout envie d'y aller, tu me forces, tu me tractes, tu m'obliges parce que c'est un peu un ultimatum et tout ça. Quand ils arrivent parfois comme ça. Et en fait, ils adorent, ils se sentent super entendus. Ça correspond à leurs besoins et donc ils ont envie de revenir. Ouais, c'est trop bien. Si on revient un petit peu sur, les débuts de ton parcours, donc c'était il y a une dizaine d'années. Je sais que enfin, tu m'avais déjà raconté un peu que ton lancement, ça avait pas été forcément hyper facile à l'époque. En plus, bah, tu étais toute jeune parce que contrairement à beaucoup de personnes qui se lancent dans ces métiers en reconversion après plusieurs années, d'entreprise ou autre, toi, même si c'était pas ta première formation, tu avais fait d'autres études, je crois auparavant, mais tu étais quand même, toute jeune, quand tu t'es lancée. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur comment ça s'est pour toi et quelles ont été un peu les difficultés que tu as été amenée à surmonter? Alors effectivement, j'étais jeune et j'avais jamais vraiment travaillé. C'est-à-dire que j'avais fait des études longues, j'étais en train de finir mon master, je faisais du droit et de l'histoire de l'art. Je me suis rendu compte, je fais très court, mais que ça me convenait pas du tout et que je serais mieux dans un métier d'accompagnement. Et je me suis formée à la naturopathie, j'ai adoré les études et puis après, je suis arrivée au moment de me lancer. Et là, ça a été une toute autre histoire parce qu'en fait, toutes mes insécurités sont ressorties. Et j'étais quelqu'un qui, à la base, moi, en tant qu'enfant, j'étais une enfant très, très timide. Je n'osais pas du tout prendre la parole en public, ni même dire bonjour à quelqu'un, même que je connaissais. C'était très compliqué. Et donc, avec le temps, ça s'est amélioré. Mais de là à être capable de promouvoir mon activité et donc
de sortir de ma zone de confort pour dire voilà qui je suis, j'ai confiance dans ce que je fais, c'est bien ce que je fais, venez me voir. Et ben ça, j'en étais complètement incapable. Donc ça m'a mise dans des espaces d'insécurité profonde, de grand stress, au point où je me suis dit bon bah t'es pas capable en fait de lancer ton activité, donc trouve quelque chose qui est plus facile. Sauf qu'entre-temps, j'avais eu des jobs salariés et je m'étais rendu compte que j'étais pas une très bonne salariée dans le sens où il y avait quelque chose qui j'aimais pas trop rentrer dans le moule. En fait, je suis pas une personne qui. Puis en fait, autour de moi, je me suis rendu compte mon père, il est en profession libérale, ma mère, c'est quelqu'un de très libre, très créatif, et donc je me suis rendu compte que j'avais pas eu d'exemple bah, de personnes salariées trop autour de moi qui rentrent dans une forme de moule avec. Je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout recevoir des ordres, que si ça me semblait pas intelligent, justifié, etc., ça me mettait tout de suite dans une position de rébellion. Donc j'étais, même quand j'étais employée en magasin bio, j'étais naturopathe en magasin bio, etc. Je me suis dit, oulala, là là, mais je suis pas très très bonne pour respecter les règles. Donc je me suis dit, bon, tu t'arrives pas à te lancer toute seule et t'arrives pas à être employée. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire? Et donc j'ai réfléchi à des métiers de profession libérale qui seraient un peu plus faciles pour avoir des clients comme orthophoniste, etc. Puis finalement, je me suis dit, mais non, Marion, t'adores la naturopathie, c'est vraiment un truc qui te passionne. Pourquoi tu ne bouges pas les fesses pour sortir de tes insécurités et va travailler ça? Et donc, ben, j'ai fait en même temps ma thérapie et mon lancement véritable. Parce qu'en fait, j'ai foiré complètement un premier lancement et donc je me suis relancée en fin 2013. Il y a eu une année où je savais pas trop quoi faire. En... J'étais pas bien moralement. Je dirais pas que j'étais en vraie dépression, mais ça n'allait pas très bien, quoi. Et puis, hop, je me suis relancée. J'ai retrouvé l'énergie de me relancer. Et puis, là, j'ai tout donné. C'est-à-dire que je me suis dit, t'as pas le choix. Soit tu fais ça, soit toutes les autres options sont beaucoup moins joyeuses pour toi. Et donc, j'avais l'impression que si je choisissais la peur, finalement, la peur, mes insécurités, mes blessures, je choisissais de répondre à ça, il y a une part de moi qui mourrait. Et donc, c'est comme si j'avais vraiment cette impression spirituelle forte de choix entre la vie et la mort à cet endroit-là. Une urgence de vie qui m'a permis de trouver en moi les ressources pour vraiment sortir de ça. Et donc, ça a été un mélange de thérapie, puis de thérapie sur le terrain. C'est-à-dire que bah, tu commences par donner une petite conférence. Euh, moi, ma première conférence, j'avais écrit tout le texte, mais littéralement. Et donc, je lisais en essayant de lever les yeux le plus possible de ma feuille, mais c'était un peu catastrophique. Et je dis ça avec beaucoup d'amour pour moi-même parce que c'était déjà un step énorme hein, de faire ça. Et puis, petit à petit, j'ai fait de plus en plus de choses et à force de faire, à force de faire, ça devient naturel. Et je me suis découvert en fait des capacités d'oratrice complètement cachées qui sont mis à m'amuser. Et puis, j'ai fait comme ça de plus en plus de choses, de plus en plus grosses, jusqu'à temps que je sois en mesure de faire une conférence devant plusieurs centaines de personnes. Par exemple, j'ai déjà fait une conférence dans un amphithéâtre, dans le cadre d'un salon bio où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Il y avait même des gens assis par terre partout parce qu'il n'y avait pas assez de place. Et en fait, je sais pas, c'est comme si je revêtais une sorte de cap de allez, j'y vais, qui correspond pas complètement à mon caractère, hein, parce que je suis plutôt introvertie, mais je suis capable maintenant de faire ça sans être dans un état de stress pas possible. J'y vais même avec plaisir. C'est hyper inspirant parce qu'il y a tellement, effectivement, en coaching, quand j'accompagne aussi des personnes, la peur de prendre la parole en public, c'est une des plus grandes qu'on rencontre. Et c'est hyper bien que tu le rappelles et que les gens voient cette évolution parce que souvent, quand on voit des gens prendre la parole sur les réseaux sociaux, on a toujours, toujours l'impression qu'ils font ça depuis toujours et que tu rappelles, non, en fait, au départ, c'était difficile pour moi aussi, quoi. Bien sûr.
Et puis, quand je me filme encore, parce qu'il y a plein de choses dans la vie d'un entrepreneur plein de zones de sortie de zone de confort. Et par exemple, se filmer en face caméra pour faire un réel, bah, c'est encore différent que de faire une conférence devant des gens. Il y a plein de choses différentes comme ça qui demandent ouais, de sortir de sa carapace. Et, ben, pareil, pour faire des vidéos, des lives, des choses comme ça, ben, j'ai commencé petit en enregistrant ma vidéo juste pour moi, en faisant un peu de montage si j'étais pas à l'aise. Et puis petit à petit, je me suis exercée au live, même pourquoi pas à la masterclass, à des lives dans tous les groupes qu'on a créés avec Laura, avec Moonrise, tous les programmes en ligne où je parlais pendant potentiellement 1 à 3 heures. Et en fait, tout ça a fait que bah, ça débloque au fur et à mesure, hein. Ouais, bravo hein, pour tout ce parcours. Quand tu t'es relancée en 2013, tu as réussi à vivre de ton activité au bout de combien de temps environ? Bah, au début, j'avais un boulot purement alimentaire. J'avais un boulot où j'étais quand même naturo et je travaillais en magasin bio et j'avais mes consultations. Euh, Au bout de vraiment pas très longtemps, quelques mois, j'ai pu arrêter le boulot alimentaire et j'avais plus que la naturo, magasin bio et les consultations. Et déjà, pouvoir payer mon cabinet, parce que c'est cher, hein, les locations, un loyer parisien d'un cabinet, c'est coûteux, ben, c'est arrivé assez vite. Et puis, je me rappelle que j'ai pu arrêter vraiment le magasin bio au bout d'1 an. Mais je me suis démenée, c'est-à-dire que j'avais pas que les consultations, si je me souviens bien maintenant, j'ai fait plein d'ateliers, vous savez, un atelier autour de comment être bien dans sa digestion, la découverte du foie, des plantes du foie, ou le gluten qu'en penser, tous ces petits sujets de la naturopathie en fait. Il y a des ateliers que j'organisais moi-même. J'ai fait beaucoup d'ateliers de cuisine aussi. J'essaye de me remettre dedans parce que c'était il y a longtemps maintenant. Mais j'ai fait beaucoup d'ateliers de cuisine, des ateliers plus où on parlait de sujets précis. Et puis j'ai fait pas mal de choses aussi. À cette époque-là, il y avait une plateforme qui m'avait recrutée pour faire plein de petites conférences de 3/4 d'heure. Donc je faisais 2, 3 conférences devant une quinzaine de personnes par semaine sur justement les sujets de base de la naturopathie. Et donc, j'ai fait ça, plus les consultations. Et le fait de démarrer les réseaux sociaux vraiment, et quand je dis vraiment, j'ai jamais joué vraiment le jeu des réseaux sociaux à fond en postant ce qu'il faut pour l'algorithme, sauf que en 2013, c'était le début d'Instagram et j'étais une des seules naturopathes sur Instagram à cette époque-là. Et donc, c'était plus facile de se faire connaître que maintenant, hein, il faut bien le dire. Et donc, ça demandait moins d'efforts et moins de mise en forme, etc. Donc, j'ai fait ça et ça a bien marché. Et puis, au fur et à mesure, je peux pas dire que je gagnais des milliers et des cents, hein, jusqu'à temps que mon cabinet commence à vraiment, vraiment bien marcher. C'est-à-dire que j'ai jamais pris plus de 3 jours par semaine en cabinet. Mais je faisais des grosses journées, je prenais jusqu'à 10 personnes dans la journée. Parce qu'en fait, j'étais, je m'étais tellement dit, t'as pas le choix de réussir, que j'ai eu pendant un moment du mal à contrôler en fait le flot de propositions. Je disais oui à tout en fait. Et donc, je disais oui à toutes les personnes qui me demandaient des consultations. J'essayais de caler ça dans mon agenda. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai augmenté ma capacité à recevoir et jusqu'à être en mesure de faire. Parce que des consultations de naturopathie, c'est 1 heure à 1 heure et demie. Donc, quand je reçois 10 personnes dans la journée, c'est beaucoup d'heures avec les gens. Et en fait, j'ai cette capacité-là, et ce qui témoigne d'ailleurs que je suis au bon endroit, hein, parce que je peux écouter les gens, vraiment, longtemps, etc. Je me rends compte que j'ai cette capacité-là. Et mon mari, il me fait rire parce que maintenant, je travaille dans ma maison. J'ai un bureau dans ma maison. Je reçois des gens soit en visio, soit en physique chez moi. Et en fait, quand je remonte dans
dans notre salon qu'il est là. Il me dit, alors, t'as encore écouté des problèmes toute la journée? Il fait cette blague-là. Et lui, il voit ça comme, il voit, enfin, ce serait impossible pour lui d'écouter, comme il dit, des problèmes. Et moi, j'ai cette capacité-là naturellement, en fait. Ça m'intéresse, ça me stimule intellectuellement, j'ai l'impression d'être utile, donc je peux écouter des problèmes pendant longtemps. Et donc en fait, en naturopathie, c'était moins ça, mais il y a quand même une dimension. Il y a des problèmes un peu basiques du genre, je digère pas bien, mais les gens en fait livrent des choses beaucoup plus intimes en consultation de naturopathie, du pourquoi est-ce qu'ils vont pas bien, qui sont souvent des choses effectivement de l'ordre du psychique, de l'émotionnel. Donc, voilà, j'ai fait ça beaucoup. Plus j'organisais les retraites, des ateliers à côté, etc., les programmes en ligne. Donc j'ai bossé comme une malade en fait pendant un temps. En fait, pendant un temps, j'ai été très dilettante et il y a un moment où j'ai mis les bouchées doubles pour vraiment bosser. Par contre, j'ai jamais fait. Moi, je suis pas du tout du soir, donc j'ai jamais fait me remettre à bosser à 21h. Je suis pas capable. Donc voilà, je faisais des grosses journées, mais à 20h, 20h30, il n'y avait plus personne, quoi. Et puis j'ai bossé le week-end, mais voilà, j'ai jamais fait un truc de bosser tout le temps, tout le temps. J'ai toujours fait attention à avoir des temps pour moi, des temps off, parce que j'en ai absolument besoin. Et donc j'ai toujours quand même donné beaucoup de temps à mon couple, notamment, et ma famille. Tu parlais des réseaux sociaux tout à l'heure et ça, c'est une question que j'avais envie de te poser parce que, notamment sur ta relation aux réseaux sociaux, qui sont quand même un outil que tu utilises et j'ai eu souvent, en tout cas, des personnes en accompagnement, par exemple, qui te citaient en exemple comme: «Bah, moi, j'adore la façon de communiquer de Marion Tellier», parce que justement, soit il y a des moments aussi, elle communique très peu et que ça marche quand même et c'est intéressant parce que les gens aussi ont cette vision de comment tu communiques aujourd'hui. Je me dis aussi que c'est souvent tu peux aussi te permettre une communication beaucoup plus détachée parce que tu as installé beaucoup de choses déjà dans ton activité. Mais néanmoins, je trouvais que c'est intéressant, que tu partages à ce niveau-là et d'ailleurs, en ce moment, je te trouve même assez active, depuis que tu es en congé mat, tu es presque beaucoup plus que quand tu es en période d'activité, justement. Oui, parce que quand je suis en période d'activité, maintenant, je reçois 2 à 3 couples par jour. Et sur les derniers temps, là, comme bah, vous savez, en tant qu'indépendant, on n'a quasi pas de congé maternité, hein. C'est-à-dire que là, j'ai reçu mes indemnités, j'ai reçu 900 € pour 3 mois. Et après, ben, si on veut s'arrêter un peu plus longtemps, parce qu'on fait un choix personnel, ben, on n'a rien du tout. Donc je me suis dit, c'est important que je travaille quand même pas mal pendant les mois où je peux pour me permettre d'avoir un petit coussin financier. Et donc j'ai travaillé tous les jours, chose que je pense ne pas refaire, enfin travailler tous les jours en consultation, avec 2 à 3 consultations par jour, voire plutôt trois. Ce qui est complètement OK pour moi d'un point de vue de l'énergie, mais par contre, ça me laisse pas du tout le temps de faire autre chose, communiquer ou réfléchir à ma stratégie ou faire d'autres choses comme ça. Donc c'est un choix que j'ai fait juste pour un temps. Euh, et, euh, et donc à ce moment-là, j'ai eu très peu de temps pour communiquer. En ce moment, j'ai un rythme où je vois que bon, je pourrais par exemple recevoir des gens tous les matins, tous les après-midi, et puis le reste de la journée travailler autrement. Et j'aime beaucoup communiquer. Et donc en ce moment, comme j'ai plus de temps, je suis avec ma fille qui est un bébé koala, donc elle a beaucoup besoin d'être portée, d'être bercée, etc. Je passe beaucoup de temps, par exemple, à marcher avec elle dehors. Et donc, j'ai des idées. Je me réveille la nuit. Cette nuit, j'étais réveillée. Elle s'est réveillée à 3 heures du matin. Et souvent, quand ce réveil-là de la nuit, je me rends compte que mon cerveau se met en mode créatif. Je sais pas pourquoi. Et donc, j'ai écrit 3 posts dans le noir comme ça, en écrivant juste les idées principales. 3 idées de posts en fait, à 3 heures du matin. J'essaie de pas trop le faire parce qu'après ça me met trop, ça me réveille trop. Donc j'écris vite fait des trucs et j'essaie de me rendormir. Mais en fait j'ai plein d'idées. Et c'est marrant parce que ma première maternité m'avait fait ça aussi. Et je viens de trouver une raison pour laquelle ça peut faire ça aux femmes parce que je sais que je suis pas la seule. C'est que justement les nuits hachées encouragent la créativité. Et donc je suis plus créative parce que je dors moins, tout simplement.
Et donc, ça me donne envie de partager. Et aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, sur le fait que les gens apprécient ma manière de communiquer, en fait, moi, je communique comme j'aurais envie. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est une communication authentique. Donc, ce que j'aurais envie d'entendre de la part des autres, la vraie vérité en quelque sorte, et quelque chose d'assez généreux. C'est-à-dire que si je découvre un truc, j'aime bien le partager. Si je me pose des questions et si je peux avoir quelques réponses à proposer, eh ben, j'aime bien le partager. Et donc, c'est pas très stratégique ce que je fais. Je suis pas hyper stratège. Si je dois faire une stratégie de lancement, ça me demande beaucoup d'efforts. Tandis que communiquer comme ça naturellement, c'est simple pour moi. Et il se trouve que ben, ma communauté sur Instagram, qui n'est pas énorme, hein, il y a environ 11 000 personnes qui me suivent, ce qui est pas énorme ce qui est énorme pour certains, mais pas énorme pour le temps depuis lequel je suis sur Instagram et pour ma notoriété en quelque sorte. Et ben, ces gens-là, globalement, ils me suivent parce qu'ils trouvent un intérêt à ce genre de partage authentique et ils ont confiance en moi. Et ce que je constate, c'est que tu disais que j'avais eu de l'influence sur toi t'as employé le mot influence en fait sur ton choix de devenir naturopathe. Et en fait, je me rends compte que cette façon d'utiliser les réseaux sociaux crée finalement un rapport de confiance qui génère une influence assez forte. Et donc ça, j'en ai bien conscience et j'essaye de pas du tout jouer avec. Enfin, je ne joue pas avec d'ailleurs. Si je recommande quelque chose, c'est que j'y crois vraiment. C'est vraiment. Donc j'utilise les réseaux pas très stratégiquement, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui se lance maintenant, et qui n'a pas ce coussin en fait créé au fil des années, bah, c'est vrai qu'il y a peut-être besoin de mettre un petit peu plus d'effort dans le jeu d'Instagram, par exemple, si on veut se faire connaître sur Instagram et donc peut-être publier plus régulièrement, etc. Mais néanmoins, je crois vraiment dans le fait de construire une communauté en partageant des choses de l'ordre de l'intime. Et moi, ça passe jusqu'à l'authenticité passe jusqu'au fait de ne pas utiliser de filtre Instagram, par exemple, ou de pas forcément essayer de me mettre en valeur avec quelque chose de très léché au niveau de l'image. Je vais de plus en plus vers ça. Et pourtant, bah, je vieillis, je suis maman de 2 enfants, donc il m'arrive d'avoir des rides ou des cernes. Mais en fait, j'aime mieux être comme ça que d'essayer de camoufler quelque chose. Ce qui est d'ailleurs difficile parce que parfois il y a des filtres que je trouve jolis. Mais j'avais cette discussion avec mon amie Laura, là, parce qu'elle a utilisé un filtre que je trouvais hyper joli. Je me suis dit, tiens, bah, je peux utiliser ça. Et en fait, on s'est rendu compte toutes les deux que ça modifie un tout petit peu la forme des lèvres, la forme du nez. Et donc, en fait, il n'y a quasiment pas de filtre qui ne modifie pas la forme de ton visage. Et ça, c'est quand même un peu spécial, je trouve. Oui, parce qu'on pourrait utiliser un filtre juste pour le côté coloriel, par exemple, donner une teinte à la photo, mais sans te modifier toi, en fait. Maintenant, c'est comme si on envoyait ce message aux femmes de forcément, si t'as pas le haut de la lèvre retroussé et que t'as pas les yeux super grands comme ci, comme ça, ou le nez hyper fin, et ben ton visage, ça va pas. Et moi, je suis contre ça. Donc, c'est pour ça aussi ça fait quelques années que j'ai décidé de plus utiliser de filtre. Ou quasi jamais, quoi. Ouais. Tu parlais justement de Laura. Moonrise s'est terminé il y a combien de temps à peu près? Alors, on a progressivement arrêté, mais notre dernière retraite, c'était en 2019, et puis après, on a refait quelques programmes en ligne pendant le confinement et tout ça, et puis on a arrêté vraiment, je pense, en 2022. Et comment ça s'est vécu, la fin de cette aventure pour toi? Est-ce qu'il y a une forme de je vais utiliser le mot deuil, mais enfin, dans la mesure où on traverse des deuils de projets, des deuils de phases, entrepreneuriales aussi, hein, pas du tout au sens, forcément, macabre. Mais, comment tu as vécu ça? Comme ça s'est fait progressivement, je l'ai vécu plutôt bien.
Et en plus, ce dont je me suis rendu compte, c'est que le deuil que je devais faire, c'était pas le deuil de Moonrise en soi ou des retraites qu'on avait créées, tout ça, même si c'est plutôt des bons souvenirs en fait qu'un deuil, ou des zones de fierté, de ah j'ai fait ça. Mais là où j'avais plus de peine, finalement, c'était le fait de plus travailler en duo au quotidien avec Laura. C'était plus un deuil à cet endroit-là. Maintenant, on refait des choses ensemble et on a très envie de refaire des choses ensemble, mais pendant tout un temps, bah, on n'avait plus trop d'idées de ce que ça pourrait donner que de travailler ensemble. Et donc, on n'a pas du tout travaillé ensemble pendant quelques années. Et maintenant, il y a d'autres sujets on se rejoint en fait sur d'autres endroits et donc on retravaille à nouveau ensemble. Mais j'aime beaucoup travailler en duo, ça me stimule énormément. Et puis notre duo avec Laura et Laura Venker, si vous la cherchez sur Instagram, elle a un projet qui s'appelle One Oneness maintenant. C'est une personne extrêmement douée, très 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 douée en plein de choses et qui me complète très bien. Et elle a cette structure, c'est une personne qui est très structurée pour le travail, etc., qui, moi, m'aide, en fait, dans mon côté un peu freestyle aussi. Et donc en fait, elle a été beaucoup un moteur pour moi sur certains aspects. Et puis moi, j'en étais un autre pour elle sur d'autres aspects. Donc on s'est beaucoup aidés. Et c'est mon amie la plus proche, c'est la marraine de mon fils, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc c'est donc cet endroit-là qui a été un deuil pour moi. Mais la vie est faite de plein de rebondissements et donc finalement, ça n'est pas du tout une zone de souffrance à l'heure actuelle. Voilà. Tu nous as décrit toutes tes activités et si on devait retracer en fait ce fil conducteur qui est parti de la naturopathie à ensuite l'accompagnement des personnes et les couples et juste tu nous parlais même d'aller peut-être vers de l'intergénérationnel, c'est quoi justement ce fil conducteur et ce pourquoi profond qui t'anime depuis tout ce temps? Au début, en fait, quand je suis devenue naturopathe, j'avais pas vraiment conscience de mon pourquoi profond. C'était plus un appel de l'âme, en quelque sorte. C'était un truc hyper fort et même j'ai vécu un événement un peu surnaturel en quelque sorte, où j'étais un peu désespérée, je cherchais quoi faire de ma vie. Et je me disais, tiens, j'aime vraiment beaucoup cuisiner, j'aime la nourriture saine, parce que je ne ferais pas diététicienne. Et puis en fait, tout d'un coup, dans ma tête, il y a eu naturopathie. Et en 2008, personne connaissait la naturopathie. Enfin, c'était vraiment pas du tout à la mode encore. Et j'avais mon oncle qui, une fois, m'avait parlé d'une amie allemande, et parce que la naturopathie en Allemagne, ça existe depuis très longtemps, qui était naturopathe. Et donc, je sais pas pourquoi là, c'est venu dans ma tête, mais je l'ai vraiment vécu comme un don de Dieu en quelque sorte. Et, Marion, on va là. Et donc, j'ai regardé ce que c'était. J'en parle, j'ai encore des frissons, c'est étonnant parce que pourtant, j'ai raconté cette histoire 50 fois. Mais euh, j'ai vraiment eu l'impression d'être guidée à cet endroit-là. Et donc, j'ai pas trop choisi intellectuellement avec un pourquoi construit et tout ça. J'ai juste eu un appel. Donc, j'ai regardé ce que c'était la naturopathie et je me suis tout de suite inscrite à l'école au Sénato. Et à cette époque-là, il y avait de la place facilement parce que bah, c'était pas connu, donc les promos se remplissaient pas si facilement que maintenant. Et donc, j'ai commencé tout de suite après la naturopathie et je me suis éclatée. Et donc, bah, mon pourquoi à ce moment-là, il était plus de l'ordre de la santé, en fait, prendre soin du vivant, prendre soin de la santé en règle générale des gens. Et puis, j'aime beaucoup en général dans ma vie, j'aime beaucoup aller à la cause de la cause. C'est-à-dire en naturopathie, on regarde pas juste le symptôme pour essayer de le soigner, on essaye de comprendre pourquoi on a ce symptôme et peut-être même d'aller encore plus loin et aller à la cause de la cause. Et donc, j'ai adoré ça. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai eu comme ça des messages profonds qui sont venus sur ce que je devais faire dans la vie, mais j'en ai eu un très très fort quand je suis devenue maman, avec le fait de me rendre compte de ce que c'était vraiment qu'un enfant. Parce que tant qu'on n'est pas parent, c'est pas si évident que ça, je trouve, de comprendre. Moi, j'avais une vision de moi enfant, comme vous savez, on n'a pas de souvenir de son enfance avant un certain âge. J'avais une vision de ce que c'était que l'enfance, comme quelque chose d'assez
comme si on était une petite chose qui avait pas trop de réflexion, etc. Et puis en fait, en voyant mon fils être déjà si présent alors que c'était un bébé de quelques jours, et puis petit à petit continuer à être dans cette présence, dans cette interaction, je me suis dit, mais en fait, ce sont pas du tout des petites choses, même si on garde pas les souvenirs de ce moment-là. En fait, ils comprennent tout, ils ressentent tout. Et mon fils m'a dit, quand il avait 1 an et demi, il a verbalisé très tôt. Il a eu cette chance-là qui lui a permis d'ailleurs de ne pas être trop explosif d'un point de vue émotionnel parce qu'il a pu exprimer ses émotions par des mots assez tôt. Et en fait, un jour, il m'a dit un truc et je me suis dit, mais comment est-ce qu'il a pu comprendre? Il m'a dit un truc sur ce que je vivais moi comme émotion. Il m'a dit, maman, t'es jalouse. Et là, j'ai dit, waouh! Mais comment c'est possible qu'un enfant d'1 an et demi me dise un truc comme ça, quoi? Et donc, j'ai dit, ah bah oui, tu as raison. Et en fait, ça m'a fait tomber en fait une sorte de structure mentale sur ce que c'était que l'enfance. Et je me suis dit, mais moi, en fait, quand mes parents ils s'engueulaient, quand j'étais petite, quand il s'est passé tel et tel et tel événement un peu traumatisant de mon enfance, eh ben, je comprenais tout et sûrement je comprenais tout bien avant que je puisse le verbaliser. Et donc, les enfants comprennent tout tout le temps. Et ils ressentent tout. Et, et c'est assez bluffant de voir ça, en fait, par rapport à sa propre histoire personnelle. Et en fait, quand je suis devenue maman, très tôt, je me suis dit, waouh, mais j'ai vraiment envie de m'engager pour protéger les enfants, pour les aider à mieux grandir et pour créer une génération d'adultes qui ont moins besoin que moi et que beaucoup d'entre nous de se guérir et se reconstruire avant de pouvoir se lancer dans la vie. J'avais envie que ça puisse être plus simple pour eux. Et donc, le truc qui m'est venu à ce moment-là, parce qu'une de mes grandes passions dans la vie, c'est le couple et la relation amoureuse, qui a été pour moi un des plus grands enseignements sur mon chemin aussi. Je me suis dit quoi de mieux que de travailler sur les parents en tant que couple pour leur permettre d'être un exemple pour leurs enfants. Euh, et je crois vraiment dans le fait que nous avons une responsabilité dans la façon dont nous nous comportons avec nos enfants et dans les exemples qu'on leur montre. Euh, dans leur, ma phrase n'est pas très bien construite, mais notre responsabilité se trouve dans le fait que si on leur montre certaines choses et on leur donne certains exemples et on leur dit certaines choses et on leur donne à vivre certaines choses, on les arme, le mot n'est pas très bien choisi, mais on leur donne plus ou moins de capacité à être en couple plus tard. C'est-à-dire que si, par exemple, on montre le mensonge, on montre la tromperie, on montre la violence, etc. Ben, on donne ça comme arme après. C'est-à-dire que si, même des mensonges au quotidien, vous savez, un enfant, il nous regarde tout le temps. Donc, il voit qu'on a dit un truc ou qu'on a fait un truc. Et puis après, on est au téléphone avec quelqu'un et on dit quelque chose qui n'est pas du tout la vérité. L'enfant, il le comprend. Et donc, il dit, ah, c'est OK de mentir. OK. Et en fait, dans la relation de couple, le mensonge, la tromperie, le manque d'honnêteté, c'est quand même pas des super armes pour faire un couple solide, durable, ce qu'on peut appeler un mariage qui marche en fait. C'est donc on a vraiment des responsabilités importantes dans ce qu'on montre à nos enfants, ce qu'on leur donne à vivre. Et, euh, et donc j'ai pris conscience de ça en devenant maman, de ma responsabilité à cet endroit-là. Et j'ai eu envie d'aider d'autres gens là-dessus. Et donc la maternité, elle a vraiment influencé presque dans la façon dans le sujet même de ton activité, puisque tu as basculé de la naturopathie vers ensuite te former à l'accompagnement des couples. Et est-ce qu'il y a d'autres endroits et d'autres manières où la maternité, elle a impacté ta carrière? Je pense par exemple à ton rythme de travail aussi. Tout à l'heure, je vous expliquais que j'avais travaillé beaucoup, beaucoup pendant toute une période. Et je suis arrivée presque une forme le mot qui me vient, c'est dégoût.
mais j'en avais marre de faire des consultations comme ça à la chaîne. Mon système nerveux était très impacté. Puis vivre à Paris, quand je me déplaçais, j'allais à l'autre bout de Paris pour dans mon cabinet. Mon système nerveux était beaucoup impacté pour ça. Donc quand je me suis arrêtée en 2020, j'ai ressenti un waouh, j'ai plus du tout envie de travailler comme ça. Je vais reprendre, mais autrement. Et donc je me suis fixé un rythme de travail différent avec beaucoup moins de consultations. J'en prenais 2 maximum par jour. Plutôt, donc là, à ce moment-là, j'accompagnais plutôt en individuel, sous forme de coaching. Puis donc, en même temps, je me formais à accompagner les couples. Et donc, ça a impacté mon rythme de travail. Et tout de suite. Et maintenant, ça l'impacte toujours parce qu'en fait, j'ai envie d'être là pour mes enfants, j'ai envie d'être là le soir. Je vais quasiment tout le temps chercher mon fils à 16h30. Par exemple, je vais le chercher à 16h30. Et puis, si j'ai une consultation à 18-19h, je passe un peu de temps avec lui. Je passe le relais soit à son père, soit j'ai la chance de vivre près de chez mes parents, donc soit à ma mère, enfin quelqu'un qui... Ah, ça y est, Elisabeth se réveille. Donc à quelqu'un qui peut garder mon enfant juste pour ma consultation du soir. Mais en fait, je m'organise pour être là beaucoup et c'est très important pour moi de pouvoir être là. De pas, je trouve que les rythmes qu'on impose aux enfants, les rythmes scolaires, le nombre d'heures à la crèche, etc., c'est tellement pas physiologique, c'est tellement pas ce dont ils ont besoin que je trouve que si je peux m'organiser et j'ai cette chance de pouvoir pour être là pour mes enfants, j'ai envie de le faire. Donc voilà, je sais que pendant les premières années de vie de mes enfants, je suis capable de faire des choix comme ça. Mais par contre, je me rends compte que être juste dans mon rôle de maman, moi, ça me nourrit pas assez, en fait, pour me sentir vraiment bien et équilibrée. Donc, c'est aussi important pour moi de pouvoir continuer à créer, à travailler, à réfléchir sur des sujets. Donc parfois, ça prend plus la forme d'écriture. Par exemple, en ce moment, j'écris beaucoup. Et donc je me dis, bah, pourquoi pas peut-être écrire plus, pourquoi pas republier un livre un jour. J'aime aussi beaucoup parler, ça s'entend là peut-être, hein, vu que je parle j'ai l'impression de parler pendant des heures dès que tu me poses une question. Mais, mais donc je me dis pourquoi pas écrire, enfin partager sous forme de podcast, de vidéos, de choses comme ça en fait, qui peut-être seraient un peu moins. Je rigole parce que Elisabeth est en vidéo là avec nous. Donc peut-être un petit peu moins orienté sur la consultation et l'accompagnement individuel, peut-être plus des choses en groupe qui me permettront de continuer à être dispo. Parce que bah, 2 enfants, c'est quand même un shift, hein. Là, j'ai vécu pendant 4 ans et demi avec un. C'était déjà passer de 0 à 1, c'est énormissime. Mais passer de 1 à 2, c'est aussi en termes de rythme. Je dirais en termes de matrescence, c'est plus doux. C'est-à-dire en termes de naissance, la matrescence, c'est la naissance d'une mère. Donc en termes de naissance de mère, bah, j'étais déjà mère, donc ça a été moins intense à ce niveau-là. Mais par contre, en termes de temps et de pression, en fait, de qualité de présence, de système nerveux, j'ai l'impression d'avoir une horloge dans le ventre pour coucher tout le monde à 19h30. Waouh, ok, c'est parti. C'est clair, c'est une logistique au quotidien, j'imagine. Comment tu arrives à équilibrer justement tes différentes sphères de vie entre bah, la partie mère, la partie entrepreneur et en même temps la partie femme et ton couple, toutes ces dimensions-là, comment tu arrives à les articuler? Bah, c'est difficile pour moi de répondre là tout de suite parce que je suis avec un tout petit bébé qui en plus est très demandeur. Donc forcément, je suis dans une phase où il y a une dimension sacrificielle. Enfin, moi, je le vis quand même un peu comme ça, hein. C'est-à-dire que je ne le vis pas.
avec des notions d'injustice ou enfin, quelque chose qui serait très difficile à vivre c'est pas juste de faire ça. Moi, j'allaite, je suis hyper heureuse de pouvoir être là pour mon enfant, de vivre le cododo, tout ça, je trouve ça génial. Mais par contre, il y a des moments où j'aimerais avoir du temps pour moi. Et en ce moment, j'en ai pas du temps pour moi. J'ai, j'ai, j'ai du temps du temps de vacances, je sais pas comment dire, pas les vacances, mais de la vacance avec Elisabeth quand elle dort sur moi ou ce genre de choses. Mais je suis jamais toute seule. L'autre jour, je suis allée au supermarché toute seule et je me suis dit, waouh, c'est la première fois que je suis seule depuis 3 mois sans ma fille. Et je me suis dit, ouh, quelle sortie géniale. Mais c'est vrai que je suis pas, je n'ai pas de temps pour moi et notre temps de couple est extrêmement rétréci en ce moment. Mais je sais que c'est temporaire pour l'avoir déjà vécu avec mon fils. Les petits-enfants grandissent vite et déjà quand ils ont 1 an et demi, c'est très différent. On retrouve des espaces. Donc je n'ai pas de temps pour moi et pour mon couple non plus. Beaucoup de choses sont dédiées soit aux enfants, soit au travail. Et je sais que c'est un temps qui va passer. Et je suis paisible avec ça. Et j'ai plein d'envie pour quand je vais reprendre une vie professionnelle un peu plus intense. Et puis, on parle déjà là de s'offrir un week-end à deux au printemps. Enfin, on parle de choses comme ça pour le couple parce qu'on sait que c'est super important. Mais le temps qu'on a pour notre couple, en fait, comme on a créé une tellement belle relation de couple avec beaucoup d'épreuves et de difficultés, hein. On n'est pas un couple qui a été tout de suite dans un long fleuve tranquille. On a traversé, on a dû beaucoup travailler, il y a eu beaucoup de remue-ménage en quelque sorte dans notre couple. Mais maintenant, on a une relation d'alliés qui est magnifique. Et ça, c'est quelque chose qui nous soutient énormément et qui fait qu'on peut parler de plein de choses au quotidien. Et ces petits moments-là qu'on a pour discuter, où on va tout de suite dans les profondeurs de, des sujets qui peuvent nous toucher ou qui nous interpellent ou des problématiques qu'on a dans notre couple, ça nourrit. Voilà, c'est peu, mais ça nourrit quand même déjà beaucoup. Tu as déjà commencé un petit peu à en parler, mais qu'est-ce que justement le fait d'accompagner des couples toute la journée, qu'est-ce que ça a changé dans ton couple à toi? Souvent, en fait, ça me permet de voir à quel point ça va bien dans mon couple. C'est-à-dire que, je suis plutôt dans le ce que ça a changé dans mon couple, c'est de me dire, d'être encore plus dans la gratitude de là où on est maintenant aujourd'hui, et de me dire, «Waouh, il y a plein de choses qui vont bien en fait», même si parfois on se dit: «Pff, ça et ci et ça va pas», on fait la liste de tout ce qui va pas dans notre tête et puis, moi ça m'arrive des fois de le voir avec un regard plutôt, sombre, de me dire, «Ah ça c'est pas terrible en ce moment» et cetera. Mais en fait, se confronter et c'est triste comme constat, hein, parce que se confronter au monde des couples qui viennent en thérapie de couple, c'est, globalement, se confronter à beaucoup de douleurs, d'incompréhension, de choses qui sont cristallisées depuis longtemps, qui vont pas et qui n'ont pas été solutionnées faute d'outils, faute d'accompagnement, et ça, c'est hyper malheureux, en fait, comme constat. Donc, ce que ça a changé dans mon couple, c'est d'avoir de la gratitude, mais c'est pas une gratitude de me dire, «Waouh, on est géniaux et les autres sont» non, on a beaucoup travaillé pour ça et vraiment, je vous passe les détails de tout ce qu'on a traversé, parce que c'est pas le sujet, mais c'était vraiment des choses, enfin des ruptures, des choses difficiles, douloureuses. Donc ce qu'on a construit, on l'a construit, avec, de l'engagement et de la persévérance et en fait, voilà, c'est le constat que ça va bien aujourd'hui grâce à tout ce travail et que tous les couples, autour de nous, qui n'ont pas accès à ça ou qui se disent: «Tiens, la thérapie, c'est un constat d'échec d'aller en thérapie, on va pas aller en thérapie parce que ça voudrait dire que ça va pas», ou alors qui ont peur de ce qu'ils pourraient trouver en thérapie. «Tiens, si j'y vais, qu'est-ce qui va être dit?» Donc il peut y avoir, plein de raisons pour lesquelles on n'y va pas. Mais j'ai envie de leur dire, «Sortez de ce mode de pensée-là et allez-y» parce que vraiment,
en fait, on vit au cœur de notre relation. C'est ce qui impacte le plus notre état émotionnel, c'est pas notre boulot, c'est pas l'état du monde, etc. C'est ce qu'on vit dans notre foyer, dans notre quotidien. De vivre avec quelqu'un qui nous fait un peu la gueule, qui fait du passif-agressif, en qui on n'a pas tout à fait confiance, à qui on peut pas tout dire, vivre avec assis sur des problèmes sous-jacents dont on ne parle pas, mais qui sont comme un éléphant dans la pièce, bah c'est horrible en fait. C'est vraiment pas chouette. Donc, vraiment, je vous encourage à prendre soin de votre couple parce que c'est là où vous vivez la plupart de vos émotions. Vous vous réveillez dedans, vous vous endormez dedans. C'est important que ça aille bien à cet endroit-là pour aller bien en général. C'est clair. Mais justement, en quoi, la maternité et le couple, pour toi, c'est des sujets, éminemment politiques? Euh, Ce mot politique, il me parle pas trop parce que il est tellement connoté. Mais je dirais que ce sont des sujets centraux euh, qui sont trop laissés pour compte. Voilà. Parce qu'en fait, pouvoir être une bonne mère, pouvoir être un bon père et que la société nous donne les moyens d'eux, ce serait très important parce que c'est là que se construisent tous les petits futurs êtres humains. Et je trouve qu'il y a plein de choses qui dysfonctionnent complètement dans notre société. Et par exemple, je sais pas, ne serait-ce que les conditions de travail et le salaire des assistantes maternelles. C'est quand même les personnes qui prennent soin de nos tout petits enfants qui sont tellement vulnérables. Et elles sont super mal payées, elles sont des conditions qui leur permettent pas de faire bien leur boulot. Et donc c'est un boulot qui devient comme de seconde zone que les gens ne veulent pas faire parce que c'est trop dur et ils sont trop mal payés. Et donc bah, ça crée tous les problèmes. Et en ce moment, on voit qu'il y a des scandales dans les crèches, avec les nounous, bah, parce que elles sont pas aidées en fait. Parce que c'est le recrutement, il est pas, ça se passe pas bien. Enfin voilà. Donc en ça, je pense qu'il y a des choses profondes à revoir. Et puis, il y a des choses à revoir dans notre positionnement en tant que parents et en tant que couple qui sommes responsables de l'avenir d'enfants et donc de l'humanité. Et donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En ça, c'est quelque chose de extrêmement important. Oui, j'utilisais le mot politique au sens évidemment, pas dans sa connotation négative, mais au sens sociétal et l'impact sociétal, en fait. Oui, j'avais bien compris. J'avais bien compris. C'est juste que j'ai du mal à me connecter à ce mot politique de plus en plus. Alors, on arrive bientôt à la fin de cet épisode, Marion. En plus, Elisabeth, du coup, s'est réveillée, donc on va pas trop faire durer, pour pas qu'elle s'impatiente aussi. Ce podcast s'appelle «Un autre chemin est possible». Selon toi, lequel? Qu'est-ce que ça t'évoque cette possibilité d'un autre chemin? Je pense que c'est vraiment important de suivre ce qui nous touche profondément et de suivre la voie qui nous ressemble. Et ça passe par un chemin de découverte de soi, de compréhension de qui suis-je, de sortir des carcans de ce qu'on a voulu pour nous, des carcans sociaux, etc., pour se connecter à réellement notre essence et là où on est bon, là où on aime être, et pouvoir proposer ça au monde. Et rien que si les gens réussissaient, et si on leur donnait les moyens aussi, hein, bien sûr, hein, de pouvoir se poser ces questions-là, il y aurait ça changerait profondément la société. Le monde serait différent. Donc, je pense qu'un autre chemin possible, et moi en tout cas, ce dont je peux être un témoin au vu de mon parcours, c'est de sortir du carcan de ce qu'on a voulu pour moi, par exemple, pour d'abord devenir naturopathe. Et puis, en fait, je continue au fur et à mesure à me réinventer, etc. C'est, moi, en tout cas, ce dont je peux témoigner, c'est que ça m'a rendue profondément heureuse et que être heureux personnellement permet aussi tellement d'être tellement mieux dans nos relations et donc d'impacter complètement différemment le monde. Je prône pas forcément à fond le développement personnel qui dirait avant de pouvoir être en couple, il faut avoir guéri tout ce qu'on a et être bien dans ses baskets et ta. Je pense qu'on peut guérir plein de choses de plein de manières différentes. Mais en tout cas, la voie de la quête de soi est une voie pour changer la société.
Et donc trouver un autre chemin. Un autre chemin passe aussi par notre chemin personnel, celui qui vient de nos tripes, de notre intuition, de nos profondeurs, plutôt que celui qui nous a été dicté par l'extérieur ou une éducation. C'est un beau message pour terminer. Tu es toujours en congé maternité, Marion, mais si on a envie de suivre tes actualités pour savoir quand est-ce que tu rouvres des créneaux? Bah, le mieux, c'est sur Instagram pour l'instant. Je vais m'organiser pour communiquer autrement dans les mois à venir, mais pour l'instant, c'est plus sur Instagram. Et puis en janvier, a priori, je commencerai à retravailler. Ce sera a priori le moment où ma fille va commencer à être plus gardée, donc je recommencerai à travailler de manière un peu plus classique à ce moment-là. Donc on te retrouve en début 2025. Voilà. Merci beaucoup Marion pour tous tes partages, c'était précieux et apaisant aussi d'entendre tous ces témoignages et de te voir avec ta petite fille. Merci infiniment. Bah, merci à toi, Marion, c'était chouette de passer ce temps avec toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère comme moi que vous repartez avec plein de pépites des partages de Marion, que ce soit sur ses débuts, comme elle parlait de thérapie par l'expérience, le fait d'essayer, de faire des choses, et c'est en faisant qu'on apprend et qu'on devient bon. Aussi, j'ai aimé ces partages autour de l'authenticité dans la communication sur les réseaux sociaux. Et vraiment, j'ai tellement envie de vous encourager à oser en fait ces partages et ne pas se forcer à faire ce qu'on pense qu'on devrait faire sur les réseaux sociaux et tout simplement partager ce qui nous fait envie et aussi de se montrer de manière très authentique. Je pense que Marion est un exemple inspirant pour ça. J'espère aussi que peut-être cet épisode vous aura convaincu des bénéfices de la thérapie de couple et que c'est vraiment un outil qui peut être utilisé à titre vraiment préventif et pas forcément en cas de problème. Et aussi de se rappeler que c'est vrai quand on vient d'avoir un tout petit bébé, c'est vrai que c'est des moments où on a assez peu de temps pour soi, pour son couple aussi, mais que c'est une période et que ça passera. Et c'est vrai que quand on est dans ce moment-là, parfois c'est quelque chose qu'on oublie et on a l'impression que toute sa vie va être comme ça. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. Vous pouvez également le noter sur les plateformes d'écoute. Et puis m'envoyer un petit message ou envoyer un petit message à Marion pour partager vos ressentis. Vous pouvez me retrouver sur Instagram @marion.alvesdeoliveira ou sur mon site internet marionalvesdeoliveira.com. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.